Mon général, mesdames et messieurs, je suis le chef de bataillon Hardy et c'est à moi que revient l'honneur d'ouvrir cette séquence. Cette table ronde est organisée par le comité Afrique de l'école de guerre. Ce comité permet aux officiers stagiaires français comme internationaux de suivre les grandes dynamiques à l'œuvre sur le continent africain, en particulier via les organismes régionaux. Ce comité a également vocation à faire connaître les nombreux acteurs en charge des dossiers africains et enfin à consolider et diversifier les actions de partenariat entre les écoles de guerre françaises et africaines. Les débats seront orchestrés par M. Alain Antil, qui nous a fait l'honneur de venir, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales. Je le remercie vivement pour sa présence. Monsieur Antil, si vous me permettez de vous présenter, vous enseignez dans le master géopolitique de Paris 1 Sorbonne et le master Paix, Action humanitaire et développement de l'Institut d'études politiques de Lille. Vous travaillez aujourd'hui sur l'évolution de la présence des États sahéliens dans leur territoire, ainsi que, plus largement, sur les recompositions géopolitiques à l'œuvre au sud du Sahara. Monsieur Antil, je vous laisse le soin de présenter nos intervenants. Merci beaucoup pour votre invitation. L'Afrique connaît des évolutions préoccupantes ces dernières années. J'en ai noté 4, il y en a bien sûr bien d'autres. Une véritable régression démocratique. Et là, je ne fais pas évidemment uniquement référence à la série de coups d'État qu'on a depuis quelques années. La série de coups d'État est un symptôme parmi d'autres de ces régressions. Le deuxième point sur l'économie, il y a à la fois des bonnes et des mauvaises nouvelles, puisqu'on a un réendettement très très fort des pays africains. On est revenu en 2025 un peu à l'état dans lequel on était à la veille des crises de la dette dans les années 70 et 80. Parallèlement, on a des évolutions économiques positives, mais qui restent confinées à certaines parties du territoire. Et la grande difficulté aujourd'hui des pays d'Afrique subsaharienne, avec des trajectoires évidemment très différentes, c'est de réussir à gérer ces contrastes de plus en plus importants entre des poches de territoire et de prospérité à côté de parties de territoire qui finalement ne connaissent pas d'évolution très positive et qui sont très sous-dotées en infrastructure. Pour le dire autrement, le développement, ça n'est pas simplement de la croissance, c'est aussi la capacité des États à transférer ou en tout cas redistribuer socialement et géographiquement la croissance sur le territoire. La croissance du PIB est évidemment un prérequis pour parler de développement, mais il n'est pas le seul. Troisième point que je voulais évoquer, c'est la compétition de plus en plus âpre entre les puissances sur le continent africain comme ailleurs, qui participent à cette brutalisation du monde, pas plus en Afrique qu'ailleurs, mais on a dans certains conflits, je pense notamment au Soudan, une vraie internationalisation qui peut finalement rendre plus difficile les sorties de conflits. Et puis, on doit bien le dire, on a eu ces dernières années des conflits de première ampleur, le Soudan, maintenant la RDC, et une difficulté peut-être assez grande, et de plus en plus grande, de la communauté internationale qui paraît justement fractionnée à mettre en place des médiations efficaces. Tout simplement, comme on le voit dans le cas de la RDC, parce qu'il y a plusieurs initiatives qui se parasitent les unes des autres. On nous a demandé aujourd'hui de traiter la question suivante. L'Union africaine et la coopération régionale à l'épreuve des menaces sécuritaires. Quelle stratégie pour un continent en pleine mutation? Et j'ai le plaisir de vous présenter, et je vais leur passer la parole juste après, nos 3 panélistes. Et en premier lieu, Amandine Nyonguenon, docteur en sciences politiques de l'université Clermont-Auvergne. Amandine Nyonguenon est chercheur associé au German Marshall Fund sur le risque et la stratégie. Elle est chercheure responsable de programme géopolitique à Africa Policy Research Institute. Elle est également chercheur associé à l'Institut d'études comparatives sur l'intégration régionale de l'Université des Nations Unies. Avant de rejoindre l'APRI,
Amandine Niang-Guénon était conseillère indépendante auprès de gouvernements, de groupes de réflexion, de fondations allemandes, d'organisations régionales africaines, de l'UE et des Nations Unies. Elle a travaillé, ses recherches ont porté surtout sur l'intégration régionale, la paix et la sécurité, la gouvernance, la numérisation et les questions, plus récemment, sur les questions liées au climat et à la coopération entre l'UE et l'Afrique. J'aurai ensuite le plaisir de passer la parole à Monsieur Omar Keïta, qui est aujourd'hui conseiller Afrique et agenda transformationnel au cabinet du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Omar Keïta est diplômé d'affaires publiques de Sciences Po Lyon, mais il a aussi suivi des formations à l'Institut régional d'administration de Bastia, puis à Lyon 3. Avant d'être à ce poste de conseiller Afrique et agenda transformationnel, il a été conseiller politique à la mission permanente de la France auprès des Nations Unies, en charge de la question des Grands Lacs. Il a été conseiller politique auprès de l'Union africaine et il a été en poste à l'ambassade de France en Éthiopie et auprès de l'Union africaine. Je passerai enfin la parole à notre troisième intervenant, Julien Levet, qui est aujourd'hui chef du département des Nations Unies à la DGRIS et qui est un diplômé de Sciences Po Toulouse, qui a fait l'Institut national du service public, ex-ENA. Il était auparavant chef du bureau stratégique et réglementation de la sûreté à la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, et il a été aussi attaché aéronautique et aviation civile à des directions générales du Trésor en Russie de 2012 à 2016, avant de rejoindre la DGAC, puis ensuite la DGRIS. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Alors, disons, la session va se dérouler de la manière suivante. Je vais passer la parole aux trois panélistes pour une dizaine de minutes. Ensuite, il y aura un échange entre eux et entre nous, je vais dire, et ensuite on ouvrira le débat au reste de la salle. Voilà, je passe la parole à Amandine. Merci Alain, et je suis ravie d'être là, notamment ayant fait mes premières classes à l'IRSEM en 2013, donc je suis ravie d'être de retour ici à l'école militaire. Je vais commencer, comme je suis la première intervenante, je vais commencer par poser le cadre. Qu'est-ce que c'est l'architecture africaine de paix et de sécurité ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve que c'est toujours intéressant de reprendre un peu la dimension historique des choses. D'abord, l'architecture africaine de paix et de sécurité, c'est faire entrer un certain nombre d'outils africains de sécurité collective dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Et pour rappeler, l'APSA a été créée suivant un modèle de conflit qui était celui des années 90, avec le choc de la Somalie, des Grands Lacs, de ce qui s'est passé au Libéria dans l'union du fleuve Mano. Donc tout ça, c'est ce contexte de petit à petit, fin de la guerre froide, et on ouvre aussi la possibilité à une sécurité collective portée par des acteurs africains. L'APSA, c'est aussi un modèle un peu spécifique qu'on trouve d'ailleurs qu'en Afrique, c'est un double niveau, c'est-à-dire on a une organisation continentale et on a des organisations sous-régionales, ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'à la base, c'est d'abord un agenda économique. On a appelé ça communauté économique régionale parce que l'ambition dans les années 50, c'était dans les années 90, c'était de créer une communauté économique africaine. Et comme c'était difficile de faire ça avec plus de 50 pays, on s'est dit on va s'appuyer sur des organisations régionales qui existent déjà et on les a labellisées CER. Le problème, c'est ce qu'on a voulu faire avec l'APSA, c'est qu'on a voulu transformer cet agenda économique en agenda politique et sécuritaire. Et ça, je donnerai des éléments. Ça a contribué à compliquer aussi la mise en œuvre de l'APSA, qui est en fait une architecture à 2 niveaux. Le troisième point, ça c'est l'élément qu'on connaît en général, l'APSA, c'est toute une structure, toute une série d'organes qui sont articulés autour d'un organe politique, qui est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, avec toute une logique derrière, une véritable boîte à outils, avec des outils pour faire de la prévention, donc le panel des sages, avec des outils militaires comme le comité d'état-major, avec la force africaine en attente. Donc voilà, je ne vais pas revenir dans le détail, mais juste voilà, pour poser le cadre de ce que c'est aujourd'hui l'APSA et comment on peut la comprendre dans sa globalité et pas uniquement à travers le petit prisme de l'Union africaine.
Ce dont on s'aperçoit déjà depuis sa création, l'APSA a été confrontée à 3 défis majeurs. Le premier défi, vous vous en doutez, c'est un défi financier. Les 2/3 du budget de l'UA, par exemple, pour 2023, proviennent de sources externes, avec l'ONU et l'Union européenne comme principaux contributeurs. J'ai essayé de trouver, c'est extrêmement difficile de trouver des chiffres, donc je ne peux même pas vous en donner. On le sait, mais dans le détail, trouver exactement combien ces 2 organisations payent, il y a tellement de canaux différents que c'est assez compliqué. Et par exemple, parmi les outils de l'APSA, vous avez un fonds pour la paix. Et depuis 2016, depuis sa création, les États africains, alors là je peux vous donner des chiffres, n'ont contribué qu'à hauteur de 60 millions de dollars sur un objectif de 400 millions. Donc pour aussi montrer que la réalité africaine, c'est aussi une difficulté, j'ai envie de dire, de mettre la main à la poche, quoi, et de donner de l'argent pour aussi prendre en charge leur agenda sécuritaire. Et le troisième élément qui est en lien avec la question financière, c'est que comme la plupart des États ne financent pas, ils sont soumis finalement aux contraintes que leur posent leurs partenaires. Mais que malgré tout, il n'y a pas de stratégie claire de l'Union africaine sur comment gérer tous ces partenaires qui, eux, ont des intérêts aussi à défendre. Il n'y a pas de stratégie claire. Il y a des documents qui sont signés, mais ça y contribue. Le deuxième défi, et ça fait le lien avec mon point sur la sécurité collective à 2 niveaux, ça a été la difficulté d'articuler la relation entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, notamment au niveau de la sécurité. Il y a énormément de textes qui régissent la relation entre les communautés économiques régionales et l'Union africaine. Le premier date de 80. Le dernier, le protocole d'accord, a été révisé en 2021. Et voilà, je vous passe pareil les détails. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des principes qui ont été érigés pour aider cette coopération. C'est le principe de subsidiarité qui a été inspiré de l'Union européenne. Si les États n'ont pas la capacité d'agir, ce sont les organisations régionales. Si les organisations régionales n'ont pas la capacité d'agir, c'est ensuite l'Union africaine qui intervient en dernier recours. C'est le principe de subsidiarité. Le principe d'avantage comparatif et le principe de complémentarité. Ces 3 principes, vous les trouvez partout, mais en fait, on se rend compte qu'en fonction des situations, il y a des interprétations qui sont différentes, parce que les États ont des intérêts différents. Donc ça aussi, ça pose problème, parce que ça donne un peu cette impression d'avoir une sécurité à géométrie variable, selon les intérêts, selon les conflits. L'autre élément, c'est qu'on a eu des coopérations entre l'UA et les CER, mais de manière assez sporadique et surtout de manière très ad hoc. Et on a en fait finalement des structures politiques, militaires et sécuritaires qui sont en concurrence les unes avec les autres. Il faut être assez clair là-dessus, en dépit de ce que disent les textes. Donc c'est vraiment un décalage entre la théorie et la pratique. Pour vous donner juste un exemple, comme on parle des questions militaires, 2003, le document cadre pour la mise en place de la force africaine en attente est adopté. On a 3 feuilles de route entre 2006 et 2015. En 2013, suite à la crise au Mali, la France intervient. Il faut se rappeler que c'est le jubilé de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. À Addis, l'Union africaine veut prendre les choses en main et elle propose de créer la capacité africaine de réponse immédiate aux crises, la CARIC, qui vient complètement concurrencer la force africaine à ce moment-là, qui, elle, devait relever de la compétence des communautés économiques régionales. En 2016, on a la force africaine en attente qui est reconnue comme opérationnelle. En 2017, l'Union africaine accepte le principe d'appuyer une force conjointe de 5000 hommes, notamment portée par le G5 Sahel. 2022, l'initiative d'Accra propose elle aussi de créer une force. Et en décembre 2022, cette fois-ci, c'est la CEDEAO qui a créé ce qu'elle a appelé cette fameuse force qui a été labellisée, rebaptisée force anti-coup ou anti-putsch par la presse. Donc vous voyez tout un ensemble d'initiatives, de propositions qui sont là et qui sont toutes en concurrence. Et cerise sur le gâteau, janvier 2025, les ministres de la Défense, Niger, Burkina, Mali, qui proposent aussi de créer dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel aussi une force de 5000 hommes. Juste pour prendre le cas du Sahel. Et je pourrais vous citer d'autres exemples aussi dans d'autres zones. Le troisième défi, c'est clairement le sujet d'aujourd'hui, c'est la difficulté de l'APSA en fait, à s'adapter aux réponses sécuritaires multiples. En fait, on voit clairement que les enjeux transfrontaliers ont en fait la criminalité, le djihadisme, la piraterie ou même les migrations, si on élargit, ont remis en question un principe qui était clé dans la création de l'Union africaine, c'était l'idée d'un découpage régional. Vous avez l'OUA avait découpé le continent en 5 régions, avec clairement chaque État identifié à une partie régionale. Et on se rend compte aujourd'hui que ça ne marche pas. On ne peut pas s'arrêter à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique centrale. Et ça, c'est ce qui a aussi fragilisé la mise en place de la force africaine en attente. Et on s'est aperçu qu'il est en fait difficile d'aligner le périmètre géographique des organisations régionales avec la nature même de la menace. Par exemple, pour le Sahel, on a eu des cadres régionaux très larges, du processus de Nouakchott, 11 États, aujourd'hui à l'Alliance des États du Sahel, 3 États. Je vous passe le G5 Sahel, l'autorité du Liptako Gourma, voilà.
Et donc, finalement, on s'aperçoit que de plus en plus, on a une tendance assez générale. C'est que, et pour revenir aux origines aussi de l'OUA, c'est qu'on a beaucoup privilégié les opérations de maintien de la paix, on a beaucoup privilégié les questions de sécurité, là où l'OUA avait fait un constat assez pragmatique, c'est qu'il fallait mieux investir dans les outils de prévention, parce que les OMP coûtent cher, les États africains n'ont pas les moyens de financer, et qu'à la base, ils n'avaient pas le mandat pour le faire avant que l'ONU leur donne. Donc ça, c'était un point important. Le deuxième point important, c'est de garder à l'esprit que les États africains, ils sont à la fois partie du problème et de la solution. Et ça, c'est un point qui a été rappelé régulièrement par de nombreux chercheurs, c'est qu'on a mis de côté aussi les questions de gouvernance. Mais ce qui est compliqué avec la gouvernance, c'est que c'est difficile de l'imposer de l'extérieur. Donc finalement, la gouvernance, c'est le contrat social, c'est la manière dont un pays s'organise. Donc comment à la fois on essaye de faire respecter un certain nombre de règles qui nous paraissent évidentes, et en même temps, quand les États font en plus de l'anti-jeu, ce qui est le cas aujourd'hui dans le Sahel. L'autre élément pour résumer aussi, c'est que finalement, on trouve la crise du Sahel, elle a eu un peu l'effet qu'a eu la crise du Rwanda pour la mise en place de l'APSA. Ça a été un peu un électrochoc, mais ça a été aussi une manière de remettre en question, quelque part, tout le processus, tout le mécanisme et le dispositif qui a été mis en place. On m'annonce qu'il me reste 3 minutes, donc je vais parler essentiellement justement de comment l'APSA s'est adapté face aux questions de terrorisme et d'extrémisme violent. La première adaptation, c'est la mise en place des coalitions ad hoc. C'est-à-dire que finalement, dans un contexte où aujourd'hui on a besoin d'apporter des réponses spécifiques à des problèmes spécifiques, les États africains ont décidé de déployer des forces pour stabiliser des zones qu'ils jugeaient menacées par des groupes armés non étatiques avec le soutien de partenaires extérieurs. L'effet que ça a eu, c'est que... Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas finalement un phénomène nouveau. Si vous prenez l'ECOMOG, qui est intervenu dans les années 90 dans le cadre de la CEDEAO, c'était déjà une coalition ad hoc. La seule différence, c'est que ça se faisait dans le cadre d'une organisation qui existait déjà, donc on l'a oublié. Mais finalement, c'est ça qu'on est en train de redécouvrir. Même l'UA, qui est devenue très pragmatique, a soutenu la force multinationale conjointe, le G5 Sahel, et qui ont été qualifiés de dispositifs de sécurité sous-régional par l'UA. Donc on voit cette tendance générale, et ce qui est intéressant, alors j'aurais pas le temps de revenir dessus, mais on pourra en parler pendant les discussions, c'est aussi que quelque part on fait ce que moi j'appelle souvent bilatéral, multilatéral, qui est en fait un système où on va à la fois soutenir des organisations régionales et en même temps on va continuer à entretenir de la relation par des canaux bilatéraux. Et ça, dans le contexte où on a de plus en plus une diversification des partenariats africains en dehors de l'Union européenne et avec ce qu'on appelle des puissances émergentes ou des puissances intermédiaires, on voit aussi à quel point ça a contribué à fragmenter le contexte actuel. Donc voilà. Dernier point très important, et ça me permet de faire le lien avec ma deuxième diapositive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les coalitions ad hoc, en fait, paradoxalement, elles ne viennent pas combler un vide, elles ont bénéficié de cette multiplicité d'organisations aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire plus d'organisations veut dire plus de bureaucratie, plus de besoins de financement, et en fait, c'est comme s'il y avait eu quelque part une saturation de cet enchevêtrement d'organisations. Et les coalitions ad hoc, quelque part, elles viennent répondre à une logique que les États eux-mêmes avaient finalement surinvesti, de se dire, on essaye de trouver l'organisation régionale qui va correspondre le mieux, mais comme on n'en trouve pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au ad hoc. Et c'est pour ça que c'est quelque part un retour de l'histoire, j'ai envie de dire, parce que l'OUA, l'Union africaine, l'APSA, ont été créés pour lutter contre cette idée d'ad-hocisme quelque part, où on essayait de faire des montages un peu des bricolages, et on se rend compte que finalement, le retour de l'histoire, c'est qu'on y revient aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là et je laisse la parole à mes autres collègues. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, pour prendre un exemple qui illustre la fin de ton propos, le G5 Sahel, c'est à cheval sur 3 communautés économiques régionales. Donc évidemment, ton propos prend tout son sens. Alors justement, on a parlé de l'APSA, on a parlé de l'UA. Ça me permet de me tourner vers Omar Keïta, qui a suivi de près ces questions pour avoir été, comme je le mentionnais tout à l'heure, à Addis Abeba. Donc j'ai le plaisir de vous céder la parole sur ce point et sur d'autres. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si en parlant sans micro, on m'entend suffisamment. Ouais, c'est bon. Alors dans ce cas-là, si c'est autorisé par... Non, j'avais prévu quelque chose d'un peu plus de 10 minutes, donc je vais essayer de raccourcir et peut-être de repartir là où Amandine a terminé. Et je pense que pour comprendre l'Union africaine...
Ah, ok. On me signale que c'est mieux avec le micro. Pour comprendre bien ce qu'est l'Union africaine et de quoi on parle, il y a quelques images comme ça qui permettent assez vite de saisir de quoi on parle vraiment et peut-être les ambiguïtés, les paradoxes qu'on doit comprendre si on veut comprendre, si on veut réfléchir de manière opérationnelle à comment agir avec l'Union africaine et comment la soutenir. Et peut-être que la diapo d'avant fait partie de ces images-là qui permettent de saisir les enchevêtrements, les paradoxes, les ambiguïtés qui rendent parfois cette organisation, qui la mettent en défi et qui compliquent la manière dont ces États membres peuvent se saisir de l'organisation pour porter leurs ambitions. Moi, il y a d'autres images que j'aime bien utiliser pour parler de l'Union africaine. C'est d'abord son budget. Amandine en a parlé, mais c'est un budget de 600 millions de dollars pour 55 États membres. Alors nous, on n'en reconnaît que 54, mais elle reconnaît le Sahara occidental. 1,3 milliard d'habitants et une vocation générale, c'est-à-dire que dans son agenda 2063, l'Union africaine se donne une vocation dans tous les domaines, pas seulement la paix et la sécurité, mais les infrastructures, la culture, l'éducation et encore beaucoup d'autres. Et en fait, il y a un petit exercice que j'avais fait quand j'étais à Addis Abeba, c'était de le rapporter à le budget de l'Union africaine au nombre d'habitants et de le comparer à ce qu'on a à l'Union européenne. Et ça donne un écart de 1 à 1000 entre ces budgets-là rapportés au nombre d'habitants en Afrique et le budget de l'Union européenne rapporté au nombre d'habitants. Et donc ça donne un petit peu une idée du défi financier qu'évoquait Amandine et des attentes raisonnables qu'on peut placer dans cette organisation pour agir avec elle, soutenir ses efforts et voir dans quelle mesure nos intérêts, ceux de la France et de l'Union européenne, peuvent être croisés avec ceux de l'Union africaine. Amandine a parlé des défis de la superposition entre les communautés économiques régionales et l'organisation, donc je ne reviens pas dessus. Il y a autre chose que j'aime bien souligner, c'est le fait que à 54 à 55 États membres, dont beaucoup ont acquis leur indépendance il y a moins de 70 ans, l'élément de souveraineté reste extrêmement sensible. Et quand on est européen, on le sait aussi. On sait ce qu'ont coûté dans la construction européenne les abandons ou les concessions de souveraineté. Il faut imaginer ce que ça peut représenter pour des pays dont les indépendances sont encore assez récentes dans les mémoires des citoyens. Et en même temps, il y a cette ambition extrêmement forte d'intégration qui est le cœur du projet panafricain porté par les pères fondateurs, d'une intégration politique et puis économique. Et donc cette tension-là, moi, elle me semble fondamentale pour envisager, comprendre, cerner les défis auxquels l'organisation est confrontée. On les retrouve dans les questions de paix et de sécurité. J'y reviendrai dans un instant. Évidemment, l'UA, c'est aussi des lignes de fracture. C'est aussi des succès qui sont peut-être passés un petit peu sous le radar, mais qu'il faut, je pense, rappeler pour comprendre que, en fait, l'UA, aujourd'hui, elle doit se penser, à mon avis, dans une sorte de dialectique puissance, impuissance, force, faiblesse. Mais si on oublie un des deux pans, on loupe, on rate ce qu'est aujourd'hui l'objet géopolitique Union africaine. L'UA, c'est la dernière organisation, le dernier membre du G20. C'est une organisation qui n'a pas de politique étrangère commune, n'a pas de politique commerciale commune, et avec une campagne d'1 an, a réussi à convaincre les 20 membres du G20, ce club réputé si fermé, de l'accepter en son sein. L'UA, c'est cette organisation dont les 3 représentants au Conseil de sécurité sont devenus extrêmement influents dans les discussions qu'on a à New York aujourd'hui, en particulier sur les sujets africains. L'UA, c'est cette organisation qui est si attractive pour toutes les grandes puissances et les puissances moyennes qui essaient toutes de nouer des liens de partenariat stratégique avec cette organisation. Quand j'étais à Addis Abeba, j'ai pu observer le volontarisme de la Chine, de la Russie, de la Turquie, de la Corée du Sud, du Japon, et je pourrais continuer la liste, et évidemment le nôtre, pour développer des relations de proximité, des coopérations avec l'Union africaine. C'est ça aujourd'hui l'Union africaine, c'est un pouvoir d'attraction et une influence qui sont réelles. Il y a évidemment beaucoup de défis, mais il y a aussi cet élément d'influence qui me semble important. Pour rentrer dans le cœur du sujet, et je ne reviendrai pas sur les éléments de l'APSA tels que les a présentés Amandine, mais moi ce que j'ai vu à Addis Abeba sur trois institutions de l'architecture de paix et de sécurité africaine, c'est d'abord sur le CPS. Et quand on essaie de penser le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la tentation assez courante, c'est de le rapprocher du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en fait, il y a 2 éléments qui sont, à mon avis, qui les distinguent fondamentalement. Le premier, c'est qu'à New York,
ce sont les États membres qui portent la plume. Et donc c'est la prérogative d'un État membre de proposer un texte et ensuite de conduire les négociations. À Addis Abeba, c'est pas ça. À Addis Abeba, c'est la Commission de l'Union africaine qui propose un texte et qui pilote les négociations. C'est très différent parce que ça donne un pouvoir à la Commission très fort et en fait, elle est en fin de compte comptable du résultat de la négociation. Là où à New York, c'est plutôt la plume, et nous on le sait, la France, mais c'est valable pour les autres plumes, qui sommes à l'initiative et qui portons sur nos épaules le poids de faire aboutir cette négociation. La deuxième chose, et qui a trait à ce qu'on se disait sur l'élément de souveraineté, c'est que contrairement à ce qui est prévu dans l'acte constitutif de l'Union africaine et puis les textes de 2002-2003 sur le Conseil de paix et de sécurité, il n'y a pas de vote au Conseil de paix et de sécurité. Et ça, moi, ça a été une surprise très forte quand je suis arrivé à Addis Abeba, c'est de constater que ces décisions, ces communiqués, ils sont pris par consensus. Alors évidemment, ça donne un poids fort parce que, en fin de compte, ce sont les 15 membres qui endossent pleinement, sans réserve. Mais on sait très bien que ce consensus, il se fait souvent à minima. Et donc, ça dit aussi quelque chose de textes qui, pour passer, pour être acceptés, doivent souvent être un peu toilettés pour s'assurer qu'ils soient acceptables par tous les États. Et on le voit dans des crises actuelles où, par exemple, si on prend les Grands Lacs, en regardant les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, on voit, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit aussi quelles tensions ont pu s'exprimer dans les négociations quand on regarde les textes. Ça, c'est sur le CPS. Sur la commission, l'élément principal à souligner, et là aussi c'est en rebond de ce que disait Amandine, c'est que dans le cadre de la réforme impulsée par Paul Kagame en 2017, il y a eu une fusion entre les portefeuilles affaires politiques qui recouvrent les questions de gouvernance, en fin de compte de prévention des conflits, d'élections, et puis les portefeuilles paix et sécurité, ce qui donne au commissaire, aujourd'hui un Nigérian qui s'appelle Bankole Adeoye, qui vient d'être confirmé, un pouvoir énorme, très important, mais aussi une charge, une responsabilité extrêmement forte. En somme, il a la responsabilité, il est comptable, en tout cas politiquement, de la gestion, de la réponse aux crises, de leur prévention, des sujets de gouvernance qui sont si sensibles, des sujets d'observation électorale, de beaucoup de choses qui requièrent pour agir efficacement, des moyens, et c'est un défi. Je rappelle que sur le budget de paix et de sécurité de financement des opérations de soutien à la paix de l'UA, il a oscillé parce que l'opération en Somalie a décru, mais c'était 200 millions de dollars il y a quelques années. Aujourd'hui, on est plus proche des 100 millions de dollars qui sont uniquement financés par les partenaires. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que le bras armé de l'Union africaine sur les crises, il est financé à presque 100% par les partenaires et pour beaucoup par l'Union européenne. Il a la charge de ça. C'est des moyens qui sont limités quand on regarde les ambitions. Et moi, je vois deux tendances. Il y en a une qui a été soulignée. C'est celle de travailler sur la prévention des crises. C'est plus efficient, c'est plus malin, c'est plus pertinent. Évidemment, c'est moins coûteux. Et l'autre qui est, et ça c'est assez bien connu, mais c'est très structurant, c'est la revendication, le plaidoyer pour des solutions africaines aux problèmes africains. Et ça s'exprime notamment dans une des discussions qu'il y a eu à New York, mais aussi à Addis Abeba, sur le financement des opérations africaines de paix. Je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Ça, c'est deux axes assez structurants de ce que porte le commissaire et l'Union africaine ces dernières années, en tout cas de ce que j'ai pu observer. Et enfin, la force africaine en attente, ça a été évoqué. Il y a ce fonds pour la paix qui veut atteindre une cible de 400 millions de dollars et dont l'ambition de la Commission de l'Union africaine, c'est d'utiliser les intérêts générés par ce fonds pour la paix pour alimenter les actions de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité. 400 millions de dollars, d'un rapide calcul, ça génère entre 10 et 20 millions de dollars par an d'intérêts, en fonction de comment c'est placé. Quand on rapporte ça au budget d'une opération de maintien de la paix, c'est de l'ordre de 2% du budget d'une opération de maintien de la paix. Donc il faut bien avoir ces ordres de grandeur-là quand on réfléchit à cet objet. Pour aller vite, parce que je pense qu'il ne doit pas me rester beaucoup de temps, peut-être en termes de perspective, si la question c'est comment est-ce qu'on peut agir aujourd'hui avec l'Union africaine pour lutter contre les menaces sécuritaires en Afrique, quand on est français, européen, puisqu'en tout cas c'est de là que moi je peux m'exprimer, on voit bien qu'on est dans un moment, et je pense qu'ici beaucoup d'entre vous sont plongés là-dedans, où en France on engage, on met en œuvre une réarticulation de notre présence militaire, où l'Union européenne a plutôt le regard tourné vers l'Est, où l'Union africaine revendique une plus grande, et les États africains, une plus grande prise en charge, appropriation des réponses aux crises. Bref, on a le sentiment, en tout cas c'est le mien, que le sens de l'histoire va vers une majeure appropriation de ces réponses. Et
pour moi, le principal défi, si on se met dans une perspective de long terme, c'est évidemment que l'UA, les États africains, se donnent les moyens financiers, militaires, d'explorer pleinement cette ambition. Quand on regarde encore une fois le budget de l'Union africaine aujourd'hui, pour moi, là, il y a un hiatus qui, à mon sens, sur le temps long, doit être comblé. Évidemment, c'est un effort sur le temps long. Et là aussi, quand on regarde un peu l'Union européenne, on se rend compte de toutes les étapes par lesquelles on est passé et qui sont encore actives pour parvenir à ce qui ressemble à une défense commune. À court terme, ça s'est été évoqué, je pense qu'on n'a pas d'autre solution que d'inventer des solutions ad hoc, de soutenir en fait des solutions ad hoc qui émergent du continent, et nous, France, Union européenne, de voir comment est-ce qu'on peut, à travers nos moyens bilatéraux, à travers l'Union européenne, à travers les Nations Unies, soutenir, faciliter, organiser ces réponses-là. Moi, j'aime bien aussi peut-être rappeler qu'en France, on a cet effort aussi de soutien à la montée en puissance des armées africaines. On continue à le faire, et je pense que ça fait partie de l'exercice de réarticulation qui est en train d'être mis en œuvre. On a un réseau d'écoles nationales à vocation régionale qui marche bien. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine sur le continent africain, dont une à Abidjan sur la lutte contre le terrorisme, mais il y en a beaucoup d'autres dans des domaines très variés. On a beaucoup de stages et de formations croisées. Il faudrait sans doute qu'on développe encore les coopérations. On a des cadres de conformité sur lesquels on travaille pour essayer d'harmoniser ces cadres de conformité. Et enfin, il y a le sujet qui est assez important de l'accès aux équipements, aux contrats d'armement, qui fait aussi partie de l'enjeu de montée en puissance et de soutien. Il y a un élément, pour ne pas être trop long, parce que je pense que j'ai épuisé mon temps de parole, qui est peut-être élargir la focale au-delà de l'Afrique et faire cet exercice mental de renversement de la perspective. On réfléchit souvent sous l'angle comment est-ce que nous, France, comment est-ce que nous, Union européenne, pouvons soutenir l'Union africaine dans les défis auxquels le continent africain est confronté, est impliqué. Je pense qu'on a le droit aussi, et c'est le sens du partenariat que les autorités françaises essaient de construire ou de refonder avec ses partenaires africains, de se demander comment est-ce que la réponse à nos défis peut trouver des solutions sur le continent africain. Et je pense que quand on sera arrivé au bout de cette évolution, on sera dans un partenariat qui répond aux demandes réciproques d'égalité, d'horizontalité, et en fin de compte de réponse à nos intérêts croisés. La seule chose qu'on attend d'un partenaire, d'un partenariat, c'est peut-être d'exprimer nos intérêts, de voir où est-ce qu'ils se croisent, et aux endroits où ils se croisent, de travailler ensemble pour avancer sur ces pistes-là. Et je crois que c'est aujourd'hui un des enjeux, et qu'à l'Union africaine, on a la possibilité de le faire si on est conscient de où se situe aujourd'hui l'organisation et de comment on peut travailler efficacement avec elle pour soutenir ses ambitions et défendre nos intérêts en France et en Europe. Un grand merci à vous. Je passe la parole à Monsieur Levet qui va, comme on en a discuté tout à l'heure, aborder aussi une vision de l'Afrique du point de vue des Nations Unies. Ça sera pas, vous n'allez pas parler que de ça, pardon, mais c'est un aspect qui est très, très intéressant avec les opérations de maintien de la paix, tout ce que fait sur les questions de sécurité les agences des Nations Unies. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Peut-être avant cela, et en complément de tout ce qui vient d'être dit, peut-être un regard sur l'évolution de la menace sécuritaire en fait, qui est aujourd'hui qui pèse sur le continent africain, vu en tout cas du ministère des Armées français. Bon, vous parliez en introduction tout à l'heure de brutalisation du monde. Et finalement, l'Afrique n'échappe pas à cette tendance, et on a des conflits qui sont persistants depuis un certain nombre d'années en RDC, au Soudan, RCA, en Somalie, avec en toile de fond, et c'est peut-être ce contexte-là qui a particulièrement changé ces dernières années, un contexte sécuritaire qui est la menace terroriste, hein, qui est aujourd'hui devenue endogène. C'est un fait tout à fait marquant, et qui concerne au premier chef et bien évidemment les populations civiles africaines, qui alimentent une instabilité croissante, en particulier au Sahel, et qui tend à se déplacer vers le golfe de Guinée. Et ces menaces, elles peuvent prendre des formes très, très variées, donc la menace terroriste, mais il y a aussi évidemment tout ce qui est
corollaires à cette menace, donc la piraterie, les trafics, qui encouragent et qui vont dans le sens d'une grande déstabilisation des pays africains. Il y a aussi l'arrivée, ou plutôt le renforcement de la présence d'un certain nombre de pays qui modifient les équilibres politiques et sécuritaires. Je pense évidemment bien sûr à la Chine, je pense aussi bien sûr à la Russie, dans un contexte géopolitique évidemment qui est très particulier et qui emploie tous les nouveaux champs de conflictualité, notamment l'utilisation du cyberespace, la désinformation notamment. Dans la bande sahélienne, après le Mali, le Burkina Faso, le Niger, on a une instabilité politique chronique qui alimente à son tour la dégradation sécuritaire, donc c'est une sorte de cercle vicieux, si je puis dire, et l'expansion de groupes armés terroristes. Et puis la dégradation sécuritaire au Sahel, elle amène aussi à prendre en compte d'autres problématiques, d'autres menaces qui existent et qui risquent de s'amplifier, comme les flux migratoires à destination des pays voisins, et je pense en particulier aux pays du Golfe de Guinée. Donc voilà, il y a un panorama, je dirais, général qui est plutôt sombre et plutôt pessimiste, et je dirais que l'Afrique n'échappe pas non plus aussi à la résurgence, on en parlait tout à l'heure à l'instant, la résurgence de mouvements de souveraineté plus affirmés encore, et la remise en cause du droit international public et du rôle des organisations multilatérales internationales d'une façon générale. Donc il y a aussi ce panorama, cet élément-là qui est à prendre en compte dans le contexte sécuritaire global en Afrique. Alors face à ce constat, face à cette menace, finalement, que peut faire l'Union africaine, les organisations régionales? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je dois dire que je souscris assez au constat. L'Union africaine, les acteurs régionaux supervisent aujourd'hui à peu près 10 opérations de paix dans 17 pays africains. Alors c'est finalement peu compte tenu du nombre de conflits que l'Afrique connaît et le nombre la grandeur, l'immensité du continent. Mais en même temps, si on essaie de voir les choses de façon plus positive, ça représente quand même quelque chose. Et c'est le signal que les Africains se sont saisis de ces questions et ont commencé à essayer d'y répondre au travers donc, de plusieurs mécanismes, des mécanismes qui ont été décrits tout à l'heure. Alors il y a des grandes opérations qui ont été menées, je pense notamment à l'ATMIS, donc en Somalie, qui mobilise près de 17 000 personnels sous l'égide de l'Union africaine. C'est quand même une mission tout à fait conséquente avec une logistique très lourde qui a produit des résultats mais qui ne sont pas suffisants malheureusement, mais qui a quand même produit un certain nombre de résultats. On pourrait parler aussi de l'action donc, des organisations régionales qui là aussi se sont montrées capables de mettre en place des opérations de maintien de la paix, et ce dès les années 90. Je pense à la CEDEAO bien sûr, notamment au Libéria, au Sierra Leone ou en Gambie. Donc voilà, il y a quand même des choses qui ont été faites, et parfois avec un certain succès relatif. Il faut aussi peut-être le souligner. Au-delà, bien sûr, tous les défis qui ont été mentionnés jusqu'à présent sont évidents. Je les partage également. Il y a un grand nombre de conflits, de crises qui ne sont pas résolus ou avec beaucoup de difficultés. Je dirais que cette articulation entre l'UA et les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux est largement perfectible. Je suis aussi évidemment d'accord avec ça. Je pense qu'il y a aussi un point qui est un point de vigilance pour notamment le ministère des Armées que je représente, c'est le manque de performance de certaines de ces opérations et de valeur opérationnelle, avec des niveaux très disparates entre les pays et les contingents qui sont mobilisés. Il y a la problématique du financement également qui a été soulignée. Et puis il y a un point qui me tient particulièrement à cœur, puisque je suis donc aujourd'hui
au département des Nations Unies du ministère des Armées, il y a cette question de l'articulation entre les opérations de maintien de la paix onusiennes, qui sont des grosses machines onusiennes, et avec toute la lourdeur que ça peut avoir, mais aussi avec la légitimité très forte que ces missions détiennent, sont leur articulation avec ces opérations menées par des organisations régionales africaines. Et là, on voit qu'il y a aussi des marges de progrès. Je pense en particulier, par exemple, le lien entre la MONUSCO aujourd'hui et la SAMI-RDC, lien qui pourrait être largement amélioré. Donc voilà, on voit bien que ce manque de cohérence, de concertation, d'articulation est aussi un obstacle pour la bonne mise en œuvre de ces missions. Alors, quelle perspective on peut avoir pour l'avenir? Alors, je pense qu'effectivement, le dispositif de sécurité collective et d'alerte du Conseil de paix et de sécurité de l'UA mériterait certainement d'être amélioré. Il y a ce concept de force africaine en attente aussi, qui n'a jamais été déployé, finalement, après 20 ans d'efforts, et qui pourrait être repensé. Donc, il y a certainement quelque chose à retravailler de ce côté-là. Et il y a aussi, et Omar en parlait à l'instant, la façon dont les Africains devraient être davantage intégrés donc dans le système de sécurité collective des Nations Unies, et en particulier au Conseil de sécurité. Il y a tout le débat autour de la réforme du Conseil de sécurité, évidemment, qui se pose derrière. Et la France soutient notamment une place accrue de l'Afrique au sein de ce Conseil pour justement aller vers cette meilleure articulation, notamment en matière de paix et de sécurité. Alors il y a une perspective intéressante qui est, c'était évoqué à l'instant, le vote d'une résolution très, très intéressante, qui est la résolution 2719 de 2023 sur le soutien des Nations Unies aux opérations africaines de paix, qui est une bonne nouvelle et qui va, je crois, dans le bon sens, qui ouvre la voie au déploiement d'un nouveau modèle d'opération africaine de paix, décidée et conduite par l'Union africaine, mais bénéficiant sous réserve d'un accord. Et c'est là que voilà, les difficultés peuvent commencer éventuellement, au cas par cas, de l'appui financier, logistique ou autre des Nations Unies. Donc c'est une perspective intéressante, en tout cas que la France a, vous pourrez en parler évidemment bien mieux que moi, a largement soutenu, avec des OAP qui pourraient être déployables plus rapidement, disposer de moyens capacitaires accrus et les budgets appropriés, et qui pourraient être aptes à conduire, si nécessaire, des actions d'imposition de la paix, alors qu'ils ne se substituent pas aux missions de l'ONU ou aux missions qui pourraient être initiées par l'Union africaine, hein, mais c'est un outil de plus qui pourrait être mis donc à la disposition de l'UA et évidemment aussi de l'ONU. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Il y a une mission qui va être un peu la mission pilote, si je puis dire, dans ce domaine, qui est donc celle qui a succédé à l'ATMIS, qui s'appelle l'OSOM en anglais. Et donc il y a une résolution en ce sens qui a été adoptée fin décembre 2024 sur le sujet. Donc voilà une perspective intéressante. Il me reste 2 minutes et je conclurai simplement en disant, et pour aller dans le sens de l'interlocuteur précédent, qu'évidemment la France est au soutien de cette architecture africaine de paix et de sécurité. On l'a vu au travers du Conseil de sécurité des Nations Unies et au sein des opérations de maintien de la paix aussi, où la France déploie un certain nombre de personnels, mais aussi en soutenant, malgré le contexte, l'action de l'Union européenne en Afrique au travers d'un certain nombre de missions. Donc, je pense par exemple aux missions EUTM, par exemple, qui fait de la coopération pour que les armées africaines montent en compétences et en performance. Et je pense aussi à la relation bilatérale
ou comme ça a été dit, au travers de nos réseaux, de nos écoles, notamment de NVR, mais aussi de coopérants un peu partout en Afrique, au travers de notre dispositif qui se réforme, eh bien on essaye d'aider pour aider les armées africaines, les États africains à monter en compétence sur les questions de paix et de sécurité dans cette approche un peu nouvelle qu'on est en train d'inventer à la demande de nos partenaires africains, donc une approche davantage partenariale, donc pour aller répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Voilà, merci. Un grand merci à vous, Monsieur Levet, et à nos trois panélistes. Signe de la grande qualité de vos interventions, c'est que j'avais préparé un grand nombre de questions et vous avez répondu à presque toutes. Donc je suis un peu, mais on va lancer un petit débat entre nous d'une dizaine de minutes et ensuite on va élargir à la salle. Parmi je vais essayer de poser trois questions à la fois un peu naïves et un peu arrogantes ou provocantes, on va dire. Et vous y répondrez, vous choisirez si qui de vous y répond, et puis après vous pouvez aussi vous poser des questions entre vous. La première question, on a évoqué effectivement les coalitions ad hoc, disons là, d'une certaine manière la surinstitutionnalisation, la surrégionalisation des questions de sécurité comme des questions économiques. Il me semble que la création de l'AES est différente d'autres coalitions dans la mesure où un des objectifs politiques annoncés est d'affaiblir la CEDEAO. Alors, la question, je la pose de manière brutale, mais quand même amicale. Est-ce que l'émergence de l'AES signe la fin de la CEDEAO ? La première question. Le deuxième, on a évoqué à plusieurs reprises ces questions de financement, de l'UA. Vous avez dit à juste titre que le président Kagame, quand il a été président de cette institution, il a voulu faire un effort pour que les pays du continent financent mieux leurs propres institutions. Je voudrais savoir où, même si les chiffres sont difficiles à collecter et surtout à rassembler, on en est où à peu près? Moi, j'avais en tête que, grosso modo, les financements extérieurs étaient au-delà des 50% du financement total. Est-ce que je suis loin de la vérité, ou est-ce que ça a progressé après la présidence Kagame, où on est plutôt dans une espèce de stagnation au niveau des pourcentages? Et la troisième question, c'est sur l'Union africaine. Quelle est la réponse actuelle de l'Union africaine vis-à-vis de la crise à l'est de la RDC et face aux différentes initiatives qui viennent de plusieurs pays, notamment l'Angola et du Kenya? Comment s'organise un peu l'UA par rapport à ces différentes initiatives? Voilà, alors vous prenez la parole dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas, tu veux commencer? Oui, merci. Je veux bien commencer sur la CEDEAO, parce que j'avais prévu de donner quelques points dans le cadre de mon intervention. Je vais d'ailleurs remettre à l'écran, parce que je trouve que c'est assez illustratif de la question. Non, ce n'est pas la fin de la CEDEAO, parce qu'il y a plein d'organisations qui ont été en fait ce qu'on a appelé des coquilles vides vues d'Europe, ou qui ont été mises en état de léthargie pendant longtemps et qui ont été réactivées. Je pense que la logique, elle reste quand même de dire on reste membre d'une organisation et on l'utilise quand on en a besoin. Ce n'est pas la fin de la CEDEAO, mais c'est la nécessité pour la CEDEAO de se réinventer. Il y a un point que je n'ai pas mentionné pour qu'on sorte aussi de notre stratosphère sur penser les organisations régionales sans penser ce qui se passe sur le terrain. En fait, ces organisations, elles restent très largement vues comme des clubs de chefs d'État, en fait. Et l'échec qu'elle rencontre aujourd'hui, l'échec que la CEDEAO a rencontré et l'échec que l'AES rencontrera aussi, c'est que tant qu'elle sera déconnectée des réalités populaires, c'est-à-dire d'apporter des réponses au quotidien, aux besoins de survie des populations, elles seront vouées de toute façon à mourir à un moment donné, ou à ce qu'une fois qu'il n'y a plus de financement et une fois qu'il n'y a plus d'intérêt pour porter des déploiements militaires, à disparaître ou de nouveau à tomber en état de léthargie. Ça, je pense que c'est vraiment un point très important. Parce que finalement, cet opportunisme qu'on voit derrière l'utilisation de ces organisations, il fait fi d'un autre processus d'intégration régionale qui, lui, continue au quotidien, c'est celui de l'intégration régionale au niveau des populations.
Aujourd'hui, la CEDEAO, les États soient sortis ou pas de la CEDEAO, les gens vont continuer à se déplacer aux frontières. Ça sera peut-être plus compliqué dans leur quotidien, mais ça ne va pas s'arrêter. Et ce qu'on a beaucoup reproché à la CEDEAO, c'est d'être en décalage avec ses réalités. Au final, elle a porté pendant longtemps cet agenda d'une CEDEAO des peuples que personne n'a jamais vu. Et si elle l'avait fait, je suis persuadée que ces États n'auraient pas pu partir parce qu'on aurait eu des manifestations dans la rue en disant « Nous ne voulons pas quitter la CEDEAO, nous avons besoin d'elle pour continuer à vivre au quotidien ». Mais c'est en fait tout cet emballement de cette idée d'un club de chefs d'État qui a fait qu'il y a eu cette déconnexion totale. Donc pour moi, non, l'AES ne signe pas la fin de la CEDEAO, mais vraiment, ça nécessite ce besoin de se réinventer. Moi, j'avoue être assez dubitative parce que le contexte n'est pas favorable en fait. On est dans vous le savez, on est dans une crise du multilatéralisme. Aujourd'hui, on est sur plutôt des logiques de fragmentation. Donc, se réinventer dans un contexte comme celui-là où il y a de nombreux partenaires qui sont aussi là pour favoriser, il faut le dire ce qu'il y a. Hein, il n'y a pas d'intérêt des Russes, des Iraniens ou des Turcs à avoir une CEDEAO forte. Donc, dans un contexte comme celui-là, c'est d'autant plus compliqué. Je vais peut-être laisser la parole à mes collègues, puis je reviendrai sur les autres points s'il y a besoin. Non, moi, j'ai pas beaucoup à rajouter sur le point CEDEAO, mais là aussi, il faut voir le verre en ce qu'il est plein. Et donc, avec le départ de l'AES, il y a encore des États qui sollicitent la CEDEAO, qui croient dans le projet, qui ont besoin qu'il fonctionne. Et c'est des États il y en a beaucoup, mais parmi eux, il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Enfin, il y a des États dont les économies ont besoin que ce projet d'intégration économique fonctionne, réussisse, et qui s'inquiètent effectivement de ce départ. Je sais qu'il y a des contacts en cours pour voir comment est-ce qu'il peut. Je crois que maintenant le principe de ce départ est acté, mais ce qui n'est pas conçu, pensé ou arrêté, c'est les modalités de relation et quel est le degré de rupture vers lequel on va, et ça touche à la libre circulation, enfin, ça touche à des choses extrêmement concrètes qui intéressent de près les populations, et c'est ce que tu disais. Donc j'ai des éléments sur les deux autres questions, mais sur l'aspect financement, oui, alors il faut faire un petit peu d'archéologie de l'Union africaine pour trouver quelques pistes de réponse. Entre 2021 et 2023, en gros, l'Union africaine est financée au tiers par ses États membres et aux 2 tiers par d'autres partenaires, à gros traits. Voilà. Et effectivement, il y avait des cibles. Donc, le budget de l'Union africaine, il serait parti en 3 ensembles. Le fonctionnement, les salaires, l'électricité, choses comme ça, les déplacements. Ça, c'est un premier bloc. Le deuxième bloc, c'est les programmes. Donc, c'est tout ce qui est les projets, etc. Et le troisième bloc, c'est les opérations de soutien à la paix. C'est très schématique, mais c'est environ 200. C'est des tiers. Alors, c'est plutôt 45% pour le premier, 30% pour le deuxième, et puis bon, voilà. Et il y avait des cibles d'autofinancement qui avaient été assignées dans le cadre de la réforme Kagame pour ces 3 blocs. Donc, pour le fonctionnement, c'était 100% d'autofinancement. Et ça, l'Union africaine y est. Pour les programmes, c'était 75% d'autofinancement. Et ça, le compte n'y est pas. Je crois qu'on doit être en dessous de 50%. Et le plus symptomatique, à mon sens, c'était 25% pour les opérations de soutien à la paix. Et là, en 2023, on était encore à 0%. Et en fait, c'est de cette annonce de 25% d'autofinancement des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine qui est partie la réflexion sur ce qui était dit tout à l'heure, d'un accès de l'Union africaine aux contributions obligatoires des Nations Unies pour venir combler les 75% restants. Cette discussion est partie de là. Ensuite, elle a évolué, elle a fait son chemin, et on n'y est pas. Mais donc, voilà, et je pense qu'un des enjeux, et c'est vu aussi par les États membres de l'Union africaine, c'est comment contribuer davantage. Et ça pose des questions de clés de répartition, de désaccords entre le Nord, le Sud, les États du Maghreb et puis les États d'Afrique, etc. Enfin, ça pose beaucoup de questions extrêmement complexes à résoudre dans un cadre où on décide au consensus. Et l'UA face aux Grands Lacs, moi, ce que j'ai observé de l'UA sur la question de la crise des Grands Lacs, c'est le constat que beaucoup d'initiatives, le constat depuis Addis Abeba que beaucoup d'initiatives sont prises. Et c'est ce qu'a fait en fait assez souvent l'Union africaine sur les dernières crises, c'est d'essayer de jouer un rôle de coordination des différentes initiatives. Ça a été le cas sur le Soudan, où constatant les différents formats qui s'étaient mis en place, lui a dit ok, très bien, nous ce qu'on peut faire, c'est
peut-être réunir tout le monde autour de la table avec la légitimité de porter le principe de solution africaine aux problèmes africains, utiliser les valeurs ajoutées, les complémentarités entre les différentes initiatives et être un forum où on peut apporter des réponses concertées sur les Grands Lacs. Moi, ce que j'en ai observé, c'est plutôt ça. Qu'une capacité. Et puis un endossement, ça faisait le lien avec ce qui était dit tout à l'heure. En fait, sur la Force africaine en attente, il y a des initiatives qui sont montées des sous-régions, ça a été dit. Et ensuite, elles ont été labellisées ex post Force africaine en attente. En fin de compte, pourquoi pas? Ce qui compte, c'est que ça marche et qu'à la fin, l'Union africaine les endosse. C'est le cas pour la SAMI RDC qui a été évoquée. L'opération dont on n'a pas parlé, mais qui est importante au Cabo Delgado, au nord du Mozambique, avec là aussi quelque chose de très ad hoc. On a la SADC, on a le Rwanda, on a évidemment les forces armées mozambicaines, et la réponse se fait comme ça. Et donc l'UA, ce qu'elle fait, c'est ça, c'est d'être peut-être l'endroit où on essaie de rationaliser les efforts et de les coordonner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai observé. Voilà. J'ajouterais juste un point sur la question du financement. Il y a évidemment aussi la question aujourd'hui de la capacité des partenaires internationaux de l'UA, que sont l'Union africaine et l'ONU, à être au rendez-vous et à poursuivre ce soutien. Compte tenu du contexte géopolitique qu'on connaît. Alors ça a été dit, évidemment l'Union européenne aujourd'hui, elle a plutôt tendance à regarder vers l'Est en ce moment même, au moment où on se parle, que vers le Sud. Et donc effectivement, la question de la poursuite, en tout cas au niveau qui est celui aujourd'hui de ce soutien à l'UA, cette question elle est posée d'un point de vue tout à fait simplement budgétaire. Donc effectivement, dans la mesure où les ressources de l'Union européenne sont aussi évidemment limitées et encore une fois très tournées vers le soutien vers l'Est aujourd'hui. De la même manière, côté ONU, la question se pose aussi parce que l'ONU est évidemment, comme chacun sait, une organisation qui a de gros soucis, de gros problèmes de liquidité. Mais au-delà, et derrière, se pose la question du soutien et de la positionnement de l'administration Trump vis-à-vis de l'ONU, d'une façon générale, et des OMP en particulier. Donc, voilà, quel soutien l'ONU et en fonction aussi donc, du positionnement des États-Unis, l'ONU va-t-elle être en capacité de promettre donc, à l'Union africaine pour mener à bien ses missions. Il y a aussi ces éléments de contexte géopolitique évidemment à prendre en compte.